Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée aux sorties de septembre 2020. En septembre 2020, vous allez trouver deux sorties chez nous, deux tomes 2, puisque c'est Rick and Morty Donjons et Dragons tome 2 et donc Skyward tome 2. Les suites des tomes sortis en octobre dernier, puisqu'à la Comic Con on avait accueilli Jim Zub, scénariste de Rick and Morty Donjons et Dragons, ainsi que Joe Anderson et Lee Garbett, scénariste et dessinateur de Skyward. Donc ça y est, les suites sont arrivées. Mais avant de vous en parler, j'aimerais revenir sur un titre dont je vous parle beaucoup ces temps-ci, dont je vous ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo. C'est This Savage Shores, sorti le mois dernier. Pourquoi vous parlez de This Savage Shores? Déjà tout simplement parce que j'adore ce bouquin et que j'avais envie de vous le remontrer très fort avec ses super dorures. Regardez si je le bouge là. Effet incroyable. Non, en réalité, c'est parce que vous en êtes peut-être rendu compte si vous suivez un petit peu l'actu des comics ou que vous me suivez sur Twitter ou enfin voilà, tout autre réseau d'information qui pourrait vous ramener à This Savage Shores. C'est un petit carton de la rentrée littéraire. C'est le petit frère de Carbone et Silicium de Mathieu, que je salue bien, qui caracole en tête du GFK. On en est loin évidemment, mais comme Carbone et Silicium, This Savage Shores va connaître la joie d'un second print. 3 semaines à peine après sa sortie, donc c'est complètement fou pour nous. C'est d'autant plus fou que, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo du mois dernier, c'est le premier bouquin de Ram V publié en français. Ram V qui donc va aussi être publié du côté d'Urban sur ce qu'il fait chez DC, et tout ce qu'il fera en indé sera chez nous, puisque c'est quelqu'un que je suis, c'est un ami, c'est quelqu'un qui va venir bientôt en France dès qu'on sera un peu moins covidé pour vous rencontrer, et du coup évidemment, avec un bouquin comme This Savage Shores, c'est d'autant plus intéressant pour vous de venir le rencontrer. C'est quelqu'un d'absolument passionnant, staccanoviste de l'éternel. Il a 5 séries sur le feu, elles sont toutes absolument incroyables. Il s'apprête à sortir un petit chef-d'œuvre qui arrivera un jour, qui s'appelle Blue in Green, graphic novel sur la musique, et qui est absolument fou. Il s'entoure toujours des meilleurs artistes et tout. En un mot commençant, pour moi, c'est quelqu'un qui, par la richesse de ses thèmes, parce qu'il est quand même très social et tout, va se rapprocher d'un Brian K. Vaughan dans l'aise qu'il a abordé certains thèmes et à les glisser par d'autres, au sein d'autres tropes narratifs plus classiques et tout ça. Donc ici, typiquement, vampire et colonialisme, mais il a aussi, on pourrait réduire à ce genre de spectre ces autres histoires qu'on publiera dans le futur. Et en même temps, il me fait aussi penser à Alan Moore, déjà parce qu'il est britannique, même s'il est à Londres et qu'il est issu de la diaspora indienne. Mais il a quelque chose qui est très proche d'Alan Moore dans sa carrière. Il y a des choses que je peux pas dire, mais il emprunte vraiment la voix de ce bon Alan, qui est quand même, pour tout le monde, le plus grand génie de tous les temps. Et même si c'est trop tôt pour dire si c'est son Watchmen, et je ne pense pas que ce soit son Watchmen, je pense qu'il a encore mieux dans les tripes, c'est quand même un bouquin qui a été reconnu comme un chef-d'œuvre. On a eu un accueil dithyrambique dessus et c'est encore plus important que les bonnes ventes. Vous avez tous adoré. On a eu des articles de presse complètement dingues. Il y en a un qui va arriver sur le Figaro, qui est l'analyse d'une planche par Ram, justement, qui est absolument génial et dont j'adore la démarche. Et puis c'est aussi le premier bouquin de The Vault, petite maison américaine publiée en français. Spoiler, puisque dans cette vidéo je vais vous annoncer d'ailleurs le premier titre signé pour 2021, inédit, hein, évidemment pas les suites de séries à la toute fin de cette vidéo-là. Mais je peux déjà vous dire qu'il y aura d'autres titres de The Vault publiés chez iComics. On se parle beaucoup avec les deux boss de The Vault qui sont deux frères en fait, à la fois un qui est à la stratégie, l'autre qui est à l'édito. Pour moi ils font un travail extraordinaire. Ils font ce qu'on devrait faire en ressuscitant l'esprit Vertigo en 2020. Voilà, donc c'est pas du tout le dernier bouquin qu'on achète chez eux. Les autres sont pas forcément de Ram V par ailleurs, même s'il a d'autres projets qui arriveront chez The Vault un jour. J'espère vous faire découvrir d'autres artistes avec la même dynamique et surtout, en un mot commençant, merci, putain de merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à This Savage Shores, c'est complètement ouf. Du coup j'ai gagné mon petit combat sur cet effet de dorure qui n'a pas été simple, maintenant je peux vous le dire, il y a prescription à imposer entre guillemets en interne. J'y tenais très très fort, je sais que beaucoup de gens m'ont fait la remarque, même beaucoup de gens qui l'ont croisé de manière un peu random sur les étals de leur librairie, m'ont dit wow, c'est vraiment la couverture qui m'a eu, et puis après en lisant l'histoire je me suis dit mais et tout ça. On a eu des compliments sur la fabrication, les pages de garde, les bonus, les trucs, enfin voilà, on a vraiment essayé de mettre tout l'amour du monde dans ce bouquin. C'est un des bouquins dont je suis le plus fier, comme je vous le disais le mois dernier, avec peut-être, je sais pas, Kill Giants, Maestros et quelques autres. Et ça paye, ce qui n'est pas toujours le cas avec les indés, vous savez. On peut gagner un Eisner Award sur un super bouquin au mois de juillet. Et en fait, ce bouquin-là vivote, marchote. Et j'espère qu'au tome 2, ça ira mieux pour lui. Ou gagner un Eisner sur une série qui va sortir au mois d'octobre. Et c'est pas dit qu'Invisible Kingdom marche aussi fort que This Savage Shores. C'est dit par contre que This Savage Shores devait gagner un Eisner, mais c'était peut-être trop tôt pour Ram, j'en sais rien. Ou peut-être que la boîte d'édition était encore trop petite pour la grande table des Eisner. Mais voilà,
Je suis trop content, c'est la meilleure nouvelle de la rentrée, ça se voit pas parce que je suis fatigué, mais c'est la meilleure nouvelle de la rentrée, ça fait un bien fou. En plus, une fois qu'il est lâché dans la nature, bah, c'est vous qui vous en occupez, c'est plus du tout notre bébé. Mais de voir qu'il grandit bien et qu'on a fait plus de 60% des ventes dans les réseaux de librairies indépendantes, ça c'est une victoire énorme. Je veux dire, je peux pas vous donner les ratios parce que c'est vraiment de la popote interne, mais c'est un ratio qui est gigantesque par rapport à d'autres livres, particulièrement par rapport à Rick and Morty, typiquement, où lui va cartonner dans les Fnac, sur Amazon et sur les très très gros vendeurs. 10 Savage Shores, qui n'a pas eu les honneurs d'une centralisation Fnac par exemple, donc qui n'est pas dispo dans certaines Fnac, mais qui est totalement commandable si vous allez voir le chef de rayon de votre Fnac. Et allez-y, parce que c'est un des meilleurs moyens d'aider concrètement un bouquin, c'est d'aller voir les gens qui gèrent une librairie ou un rayon et de leur dire hey, moi je veux commander ça, est-ce que vous pouvez l'avoir? Parce que du coup ils vont en commander un de plus pour le futur curieux qui passera après vous, donc il y en aura au moins 2 en boutique. Avec cette petite spécificité que là pendant 2 semaines encore, je crois que c'est pas possible de le recommander dans pas mal de régions, voire toutes les régions, parce qu'il est sold out et qu'on s'est fait complètement déborder sur le premier tirage. Mais le second tirage arrive et je peux même vous dire un truc qui là aussi est de la popote interne. Au début, il était question, comme on avait vraiment beaucoup de doutes sur la réussite de ce bouquin, qui en plus a un genre, comme je vous disais le mois dernier, presque franco-belge et tout. Vu qu'on se disait c'est possible qu'on en vende 1000 en bout de course et que en fait ce soit un peu un achat caprice ou le genre de truc qu'on sent qu'on a besoin de publier parce que ce bouquin mérite d'être publié intrinsèquement, ça y a aucun problème, mais des fois il rencontre pas le succès avec le public. Et on s'était dit si un jour on doit le réimprimer, peut-être qu'on devra le faire sans les dorures par exemple. Et du coup non. Parce que comme c'est un succès, maintenant il sera toujours réimprimé avec les dorures. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais vous connaissez la chanson. Et c'est charmé. C'est charmé parce que c'est la première fois qu'on a fait un effet de fab comme ça chez iComics. Donc c'est un qui en appelle d'autres, qui en appelle d'autres, qui en appelle d'autres, qui en appelleront d'autres sur d'autres collections et tout ça. Donc voilà, ce bouquin compte énormément dans l'histoire de iComics. Et merci Ram pour sa confiance, merci The Vault d'être des super partenaires dans le crime. Voilà, merci à vous qui l'avez lu, merci à la presse et aux influenceurs qui l'ont si bien défendu. Voilà, merci. On passe sur les sorties de novembre. On fait ça Jean-Victor? Qu'est-ce que tu veux en premier? Skyward, let's go. Skyward tome 2, SO Jean-Jacques Goldman. On retrouve Willa. Du coup, l'héroïne créée par Joe Ellie, dans un contexte totalement différent, parce que vous le savez, dans le premier tome, on était à Chicago, post-G-Day, le jour où la gravité a disparu. C'était vraiment un contexte très urbain, avec des hastes et ce genre de trucs à la Michael Mann dans les airs, en plus jeune, c'est plus cool, mixé avec un petit peu, mais un peu plus d'ailleurs dans le tome 2, de questions très adolescentes et modernes, résolument euphoriesques, j'ai envie de dire, en faisant référence à cette superbe série de HBO. Peut-être d'ailleurs qu'il y a un point commun entre Euphoria et Skyward, peut-être même qu'elle a gagné un Emmy Awards il y a 2 jours, peut-être même que c'est un des plus grands talents de sa génération et que Zendaya est la meilleure actrice née après 2000, en plus d'être quelqu'un d'absolument adorable dans la vraie vie. Bref, Skyward tome 2, on retrouve donc Willa, elle prend le train, et ce train façon Snowpiercer qui va se balader dans un monde post-G-Day, où du coup il est très dangereux de sortir du train, parce que sinon vous allez vous envoler, va traverser un truc auquel je m'attendais pas quand je l'ai lu en VO, donc ça remonte maintenant, c'était presque il y a 1 an et demi, 2 ans, une jungle avec des insectes géants, qui vont être le setup de ce tome 2, et qui en fait en tant qu'arc qui se tient en un tome, va surtout nous amener avec d'autres réflexions vis-à-vis de son rapport aux autres, du triangle amoureux, typiquement de la trahison, du twist, et surtout beaucoup de préparation pour l'après, c'est-à-dire le tome 3 qui sera le dernier du premier arc, qui concernera un pan vraiment essentiel de la vie de Willa, et qui là remontera vraiment à l'intro du tome 1, mais je vous en dis déjà un peu trop. Bref, c'est le parfait tome. Bon, après, Joe Anderson, c'est un technicien de l'écriture, donc ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous étonner, mais vous aviez vraiment Linky Pit avec le tome 1, vous avez les éléments perturbateurs et ce qui s'ensuit avec le tome 2, et puis on va aller vers le dénouement et l'explicite, du coup, comme on dit, dans le tome 3. Tout ça formera, du coup, la base du film qui est en développement chez Sony aujourd'hui, alors qui est covidé lui aussi, puisque comme vous le savez, toutes les productions à Hollywood sont grippées, donc ça va sortir un peu plus tard. D'ici là, on aura d'autres choses de Joe Ellie à se mettre sous la dent chez iComics. Bon, peut-être pas tout à fait très tôt en 2021, donc c'est trop tôt pour vous en parler, mais le teaser est planté. Je sais même pas si ça a été annoncé en réalité d'ailleurs, mais le teaser est planté. Et Skyward, très bonne série. Je suis très content de ce qu'on a fait au niveau de l'édition dessus. Bon, on a toujours nos petites pages de garde, nos machins. Les visuels sont très beaux, Lee Garbett est un tueur absolu. En plus, ce tome-là est vraiment très joli au niveau de sa palette de couleurs, puisque on est dans la jungle, donc beaucoup de vert, beaucoup d'orange.
Après, quand le ton change un peu vers les faux semblants et tout ça, on va aller un peu pousser sur d'autres choses, sur du gris, mais toujours le gris, le vert et le orange. Les couvertures de la VO sont absolument magnifiques, où Lee a tenté d'autres choses et tout. Et puis surtout, vous avez un sacré cahier de bonus à la fin, avec des pages de script, les pages en ancrage sur la droite. Vous en avez pas mal, hein. C'est assez goulu. Et puis, celle-là, elle est pour toi, Emily, puisqu'on a une méga super top ultime lectrice sur Skyward qui avait commandé une commission à Lee avant que le tome 1 sorte, qui aurait dû être notre print à la Comic Con Paris l'année dernière. Et donc, comme on n'avait pas réussi à coordonner la chose, on s'est dit, bon, on va le mettre dans le tome 2. C'est donc Willa, au-dessus de la Tour Eiffel. Celle-là, elle est unique, elle n'existe que pour la France. Émilie étant belge, c'est d'autant plus cocasse. Mais du coup, je la remercie infiniment, elle et Lee, de nous avoir laissé utiliser ce visuel que je trouve absolument sublime et qui marque un peu le fait que Skyward est en France grâce à iComics. Voilà, super série, c'est de l'indé. Je vais pas vous mentir, on n'a pas eu le démarrage du siècle là-dessus. Je commence vraiment à avoir un pattern qui me fait flipper, surtout vu la teneur de notre catalogue, puisque en fait les séries qui ont des héroïnes marchent vachement moins bien que les séries qui ont des héros masculins. DC Savage Shores est le parfait exemple de ça, parce que même s'il y a des thèmes très sociaux, des coloniaux et tout ça, on est sur des héros très masculins. Il y a une femme forte dedans, c'est pas le problème. Mais je veux dire, à part avec Kill Giants, on avait l'effet buff du film. À chaque fois qu'il y a des héroïnes, ça a tendance à moins bien marcher. J'espère que c'est moi qui me fais des idées, j'espère que c'est juste la conjecture des choses qui fait que, voilà, ça va pas dans ce sens-là. Mais parce qu'en fait, on n'est pas prêt d'arrêter des séries avec des héroïnes, et je vais vous en annoncer une là, à la fin de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, ne boudez pas. Si vous avez boudé Skyward tome 1, allez-y, foncez. En vrai, c'est un pur trip, c'est de l'adrénaline, c'est facile à lire, c'est agréable, c'est pas prise de tête tout en étant intelligent. Ça a été nommé aux Eisner Awards, donc c'est quand même le signe que ça a quelque chose à raconter. Il y a du vrai boulot, que ce soit sur le logo par exemple, qui est un petit coup de génie, que vous voyez mieux là, avec le décalage du A qui veut dire quelque chose et tout au sein de la diégèse. Voilà, Skyward c'est un super bouquin, c'est varié, c'est le tome 2, le tome 3 arrive l'année prochaine évidemment, dernier de la série pour l'instant, en tout cas de ce cycle. Il arrive quand l'année prochaine? Et écoutez, je crois que tout récemment, la semaine dernière, il a été décalé au deuxième semestre, donc ne soyez pas trop pressés. Il y a des chances que ça rebascule au premier semestre, puisque c'est un bouquin déjà existant et que ça sort assez facilement pour nous. En tout cas, on a beaucoup de nouveautés l'année prochaine et beaucoup de nouvelles séries qui arrivent là. Donc Skyward tome 3 sortira un peu au milieu de tout ça, parce qu'il y a des cycles, des priorités à adapter, vous imaginez bien. Mais en tout cas, évidemment, Skyward tome 3 sortira l'année prochaine. Un peu comme Ram, et d'ailleurs je soupçonne ces deux messieurs d'être assez copains de bière en afterwork. Je pense qu'on essaiera de faire une dédicace conjointe Lee et Ram sur 2-3 dates, sur des villes qu'on ne fait pas avec Simonet, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est dans 2 semaines là, sur la tournée Power Rangers Tortue Ninja. Je sais que Lyon vous nous en voulez, que Nantes vous nous en voulez, que Angers vous nous en voulez, que Rennes vous nous en voulez, que Strasbourg vous nous en voulez. On vous oublie pas, au début il va y avoir plusieurs tournées cette année et ça ne peut pas être le cas, mais voilà, vous aurez ces deux-là qui passeront dans vos villes tout bientôt. Les Parisiens, vous êtes gâtés, tout le monde passe à chaque fois, donc vous n'avez pas la question à vous poser. Mais les deux Londoners avec le bon quintal de bière derrière, ça me paraît être un plan assez solide. Bref. Revenons sur un autre bon buveur de bière qui est Jim Zub, scénariste de Rick and Morty et Donjons et Dragons. On arrive avec le tome 2, Painscape. SO Charles de Bellabre, SO Drid, qui commence son nouveau boulot cette semaine d'ailleurs, j'espère que tout se passe bien. Pour la révision, du coup on appelle ça comme ça dans le monde de l'édition, c'est notre expert D&D, c'est lui qui corrige avec Maxime Ledin, le traducteur, la traduction du bouquin, qui elle-même a des blagues méta, d'un niveau de méta complètement délirant sur les règles du jeu. Donc on a été obligé de trouver des règles sur une édition jamais traduite en français, mais sur laquelle il fallait absolument bâtir un jeu de mots qui soit compréhensible en français auprès des joueurs de D&D qui n'ont joué qu'en français. Pareil pour le titre, du coup, puisque Painscape en VO donne Painscape en français. C'est un jeu de mots sur Planescape que moi, en tant que néophyte de l'univers D&D, ou en tout cas, voilà, je tourne juste vaguement autour, je connais par Planescape Torment, ce superbe jeu vidéo. Et donc, il y a eu plein de questions comme ça qui se sont posées, il y en a eu vraiment plusieurs dizaines même, tout au long de la trad et de l'album. Encore une fois, comme le premier, c'est un album hyper généreux dans sa fabrication, qui est toujours très beau,
Troy Little fait un travail magnifique au dessin. Je pense toujours que c'est la meilleure série Rick and Morty, donc vraiment ça tue. Là vous avez par exemple les couvertures en double page comme ça qui défoncent. Vous avez des bonus à la fin qui sont chambés encore une fois avec la fiche de personnage classique et la fiche de personnage twistée par les fous furieux de l'univers de Rick and Morty. Donc là vous avez Rick le Mage par exemple. À la fin vous allez vraiment pouvoir jouer avec des persos préconstruits et c'est assez cool. Du noir et blanc, la tonne de couvertures variantes, un autre Rick le Mage guerrier du coup, donc là qui est un peu plus alcoolique, un peu plus bas du front et tout. Voilà, tous les petits bonus et tout. C'est vraiment une édition qui, comme le tome 1 qui avait rencontré un très franc succès lui à l'inverse de Skyward. Voilà, on s'est vraiment fait plaisir quoi. En gros, il y a beaucoup c'est 5 chapitres, l'histoire est mastoc. Il y a un vrai répondant avec la première histoire où ils allaient dans l'univers de D&D et là c'est l'univers de D&D qui vient à eux. Donc en plus ça joue vraiment avec les codes qu'on connaît de l'animé, de leur ville et tout ça, et puis d'inverser un petit peu parce qu'on voit quand même ça moins souvent dans l'animé, le fait que des mondes extérieurs viennent à eux, mais vraiment de manière assez violente quoi. Ça ouvre des grandes portes et pas juste dans le garage de Rick typiquement. Et voilà, c'est une pure histoire. Enfin, moi, ça me fait trop triper, Rick and Morty versus Donjons et Dragons. L'année prochaine, il n'y aura sûrement pas de tome 3 parce que, pareil, un peu covidé et tout ça, donc repoussé à plus tard, même en VO. Par contre, il y aura une histoire de 30 pages pour faire patienter tout le monde. Je pense qu'on vous la balancera gratuitement, que ce soit en FCBD ou peut-être, je sais pas, dans une prime à un moment donné sur une offre ou après, il y a des choses que les commerciaux maîtrisent que je ne maîtrise pas, mais vous aurez ce 30 pages gratos de manière à peu près certaine. Et ça permettra un peu de boucler cette boucle avec les deux trucs de on y va, puis l'univers de D&D vient et tout, ça joue là-dessus. Toujours la même équipe, toujours Jim Zub et Troy Little. Voilà, je peux que vous conseiller de foncer dessus. Alors là, pour le coup, je pense que les gens à qui je m'adresse en vidéo ne sont pas les premiers lecteurs de Rick and Morty et D&D, même si vous devez en faire partie et que j'espère que vous en faites partie. Mais là, c'est vraiment un bouquin de Fnac et tout, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est le grand public qui va décider pour nous. Mais genre au niveau du détail de Fab, dont je peux vous parler, j'adore le fait que là ce soit noir et puis la rouge et tout, enfin voilà. Tout ce qui fait que quand on regarde sa collection iComics de haut, il y a plein de couleurs différentes et en fait on peut distinguer les bouquins très vite. On essaye de réfléchir à chaque fois par rapport au tome précédent et tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Alors oui, il y a cette annonce mais que j'essaie de repousser, là je pense que ça se voit, du premier titre qui sortira en 2021, le premier inédit de 2021 qui sortira en janvier, qui est un one-shot. Et je peux vous le dire, allez on va se lancer, ça s'appelle Alienated, de Cy Spurrier et Chris Wildgoose de chez Boom Studio. Super one-shot, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est un peu Stranger Things en version mature, quoi, avec des personnages un peu plus âgés, qui mixent contexte scolaire et tout ce que ça comprend comme question, empouvoirment des persos féminins, des aliens, comme son nom l'indique, le tout dans un one-shot assez condensé, mais avec une vraie maîtrise de l'histoire. Ça fait longtemps que je veux publier Simon Spurrier, qui est un scénariste que j'adore vraiment, que je trouve extrêmement sous-estimé, voire mésestimé. Je voulais faire Coda qui sort chez Glénat bientôt, je vous encourage vraiment vivement à aller lire Coda, c'est un super bouquin avec Mathias Bergara au dessin, un Uruguayen complètement ouf qui fait des trucs assez magnifiques. Donc comme j'ai pas pu avoir Coda, je me suis vengé sur Alienated et la bonne nouvelle c'est qu'Alienated est en route pour une adaptation. Vous avez peut-être vu avec qui Boom Studio a signé un contrat il n'y a pas longtemps, mais disons que chez nous, chez Brajlon, vu qu'on a Lock and Key et The Witcher, vous voyez où je veux en venir, ça nous arrange bien qu'Alienated soit aussi en route vers là-bas, mais c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai acheté ce bouquin, c'est vraiment parce que c'est un pur bouquin qui, à mon avis, correspond très bien au slot de janvier chez iComics, c'est-à-dire le slot de The Few, Maestros, Bitterroot, des bouquins qui ont des choses à dire, qui sont un peu différents de ce que vous verriez ailleurs. Et voilà, j'y crois à fond. C'est pas du tout la seule série de Boom Studio qui arrive chez nous. Les deux autres, j'ai trop hâte de vous les annoncer. Mais alors là, c'est vraiment trop tôt parce que ça sortira dans un an maintenant. Enfin, l'une sortira en septembre et l'autre sortira en octobre, si je dis pas de bêtises. Mais je suis chaud comme la braise. L'une d'entre elles est peut-être liée à la tournée dont je vais vous parler tout de suite, puisque le 2 octobre, on part en tournée avec Simone Di Meo, dessinateur de Power Rangers Tortue Ninja. On sera à Lille d'abord. Désolé les Belges, désolé vraiment, c'est à cause de cette foutue quatorzaine qu'on peut pas venir, on devait être à Liège ou à Bruxelles et au final du coup on reste dans le nord pour que vous puissiez venir, mais on est obligé de rester en France parce que sinon on doit passer 14 jours dans un hôtel, autant vous dire que c'est pas possible pour moi, pas possible pour lui, possible pour personne. Ensuite on sera à Metz, si je dis pas de bêtises, le samedi, chez Isler BD. Chez Lille, ce sera Astro City, chez qui on a nos habitudes et coucou les gars. À Paris, on sera chez Album Comics le dimanche.
Il y aura Alcor aussi qui fera une super interview avec Simonet. Le lundi, on sera à Toulouse chez BD Ciné. Et le mardi, on sera à La Rochelle si tout va bien. Il y a encore un tout petit doute là-dessus, mais normalement il va être effacé là, mais tout va bien aller. On sera à La Rochelle. Vous avez de toute façon tous les noms et tout. Vous avez l'event Facebook, vous avez tout ça. Je vous encourage. Pareil, si vous voulez nous aider et que vous comptez venir, mettez intéressé sur Facebook et tout, je vous jure, ça peut faire une différence en fait. Comme ça paraît con, mais en fait, en vrai, non. Parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière et tout, et qui peuvent s'adapter vraiment par rapport à ça. Les libraires aussi, enfin voilà, on sait plus à quoi s'attendre. J'ai vu qu'à Toulouse, vous êtes des malades mentaux et que vous êtes trop déter d'avoir un dessinateur de Tortue Ninja qui vient chez vous, et ce qui est trop bien. Genre, ça me fait ultra plaisir, parce que si je dis pas de bêtises, avec Mathéus, on n'avait pas pu venir à l'époque, on était venu pour le Shortlist Perfect Tour ensuite, au même endroit du coup, juste à côté de la Grande Place, dans cette magnifique librairie. Et on finira par La Rochelle, du coup, c'est ça, puisque moi après j'irai faire un petit tour à Nantes, et que Simonet rentrera à Turin, travailler sur une série qui est peut-être du coup un des trucs que je vous ai teasé là tout à l'heure. Je crois que ça fait trop de teasing pour une vidéo de toute façon. C'est un mois relativement calme. Vous avez Rick and Morty, D&D tome 2, Skyward tome 2. Foncez lire The Savage Shore si vous hésitez encore, vraiment. Et puis on se retrouve le mois prochain où là on aura des gros machins puisqu'on aura Tortue Classics tome 2, on aura Invisible Kingdom. Et on aura un troisième titre, et surtout on aura des nouvelles de Lock and Key, puisque je vous le dis, là c'est pareil, c'est encore vraiment très très chaud, et le pain est encore au four, mais l'omnibus que vous avez précommandé pour certains pour le 4 novembre ne sortira pas le 4 novembre, mais sortira pas loin après. Au pire du pire, il sortirait le 9 décembre. Donc c'est un bouquin de précommande, si vous voulez lire Lock and Key, je veux dire ça existe déjà en boutique et tout, donc on est sur une logique qui n'est pas catastrophique, même si j'aurais vraiment préféré le sortir en novembre, croyez-moi, et que c'est absolument indépendant de notre volonté, mais ça sortira quand même. Le tome 7 sortira bel et bien en 2021, on vous prépare une surprise avec ça au milieu, on vous prépare un petit gratuit aussi au milieu sur Lock and Key, passe pour vous remercier. Déjà pour s'excuser un peu du fait que le tome 7 a été repoussé cette année, mais là c'est totalement indépendant de notre volonté, c'est-à-dire que le programme du tome 7 a changé du tout au tout aux États-Unis et qu'en fait eux-mêmes ont dit ok, on arrête tout, on le reprend et on va sortir un truc qui fera 260 pages l'année prochaine. Entre-temps, vous sortira autre chose et il y aura un chapitre inédit qui aurait dû rester inédit normalement, mais qu'on vous publiera sûrement gratuitement au FCBD ou ailleurs. Comme vous savez, on sait faire les petits issues, les petits floppies comme avec la micro-série. Et du coup, comme ça, vous aurez l'intégralité de Lock and Key fin 2021. Tout ce qui est sorti aux US, vous aurez tout. C'est promis, c'est notre engagement. C'est une prise de tête monstrueuse que je connaissais pas du tout en tant qu'éditeur jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en plus, c'était pas ma série au départ, c'était une série Milady Graphics. Mais on y arrive, promis. Et j'ai parlé des micro-séries, donc vous allez m'en vouloir si je vous le dis pas. Oui, les crowdfunding avancent. Maintenant, vous le savez, le crowdfunding qui nous empêchait de lancer, mais qui est une super bonne nouvelle, se lance le 29 septembre. C'est le Cthulhu Dark Arts Tarot par les amis de Fortifem, qui est absolument magnifique. C'est du côté de Brajlon Games. Ce sera sur Kickstarter. Il se lance le 29 septembre, parce que je lance aussi Ulule le 29 septembre. Je viens de me rendre compte. Du coup, après ça, on pourra avancer avec le nôtre. J'ai juste besoin de 2-3 valides de Nickelodeon. Le call, je crois qu'il est littéralement ce soir à 18h, après 2 semaines à se tourner autour. Donc tout ça avance, promis, croyez-moi, on est au charbon. Dans quelques semaines, vous comprendrez aussi pourquoi il y a des choses qui ont été un peu ralenties, parce qu'il y a un autre très gros machin qui se prépare en sous-marin. Certains d'entre vous sont peut-être déjà au courant par ailleurs. Voilà, là c'est vraiment trop de teasing là. Là c'est abusé là. Je suis désolé, j'ai pété le Kojima Score. Après, si vous regardez les indices, vous avez déjà une partie des infos à droite à gauche. Vous allez pouvoir deviner des trucs. Évidemment, allez-y et vous pouvez me les suggérer sur Twitter, n'est-ce pas? Et puis je vous dirai oui ou non, vous êtes chaud, vous êtes froid, ou vous chauffez ou vous refroidissez. Et d'ici là, je vous dis au mois prochain. On se voit déjà en tournée pour ceux que je verrai du coup d'ici moins de 2 semaines sur place à Toulouse, Metz, Lille, Paris et La Rochelle donc, et Nantes pour les Nantais. Et puis on se revoit pour la vidéo consacrée à Invisible Kingdom, Tortue Ninja. Je fais plein de gros bisous. Merci Jean-Victor derrière la caméra comme d'habitude. On vous aime très fort. Lisez plein de bouquins, lisez tout ça, lisez Skyward, lisez ceux qu'il y a derrière moi, lisez du iComics. Et merci infiniment pour votre soutien. À bientôt.